Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse vraiment des options pour demain parce que je pense que ça peut être un point intéressant pour éventuellement aller chercher des targets supérieurs. Donc potentiellement rentrer en long sur ce type de mouvement qui peut peut-être se créer. Donc voilà, on va faire une analyse de prix comme d'habitude, c'est-à-dire chartisme, etc. Et puis on va également aller voir les news, enfin faire l'analyse habituelle. On est là en partage d'écran sur Bitcoin face au dollar comme d'habitude. Globalement sur l'analyse qu'on va attribuer qu'on va donner en chartisme, il se pourrait, puisqu'on a tenu ici, vous le voyez là, cette droite là ici, ce support oblique, qu'on soit dans une figure qu'on appelle un triangle ascendant. Donc triangle ascendant, c'est quoi? Alors en général, on en rentre par le bas. C'est-à-dire que c'est une figure où théoriquement on serait plutôt censé rentrer par le bas ici. Ici on peut considérer plus ou moins qu'on est rentré par le bas puisqu'on a quasi touché la borne basse mais on l'a pas touché et la figure on va dire vraiment commence à se créer à cet endroit là. Ensuite on fait une touchette en haut, une deuxième touchette en bas, une troisième touchette ici en bas. Là on peut estimer que c'est plus ou moins une figure. Si encore une fois on est longue, si encore une fois votre sentiment ici est plutôt longue, qu'on serait sur une figure potentiellement de double bottom. Et puis ensuite, théoriquement, à la troisième touche, ici, on casse. Voilà, il y a 50% de pullback et ensuite potentiellement une continuation. Ici, l'idée, donc vous le voyez, le triangle, là, je vous le crée, le triangle ascendant, c'est un triangle rectangle qu'on va dire à l'envers, voilà. Et en l'occurrence, la target de ce triangle, c'est une balançoire, c'est-à-dire que vous prenez la totalité de la figure du point haut ici jusque quand vous tirez la diagonale là ici un petit peu plus bas que vous reportez ici au point de cassure et ici ça nous donnerait une target autour de 22 000 $. Je dis pas que ce trade va se mettre en route. Moi mes targets ici elles sont beaucoup moins optimistes parce que j'ai pas envie de rentrer sur un trade ici qui soit extrêmement long et je vois pas nécessairement ici le marché réellement se retourner tout de suite pour aller à 22 000 $. Cependant il y en a certains qui pourront dire on va déjà jouer les 17 c'est-à-dire un retest là de cette résistance. Ça peut être déjà plus ou moins une bonne chose puisque on vient plus ou moins de valider celle-ci là en bas. Donc voilà, ici on joue juste la structure, on joue pas la cassure nécessairement et ça me paraît être plutôt la bonne chose à faire au sens où bon là on a une box de liquidité, on va le voir, on a des options demain qui ont des niveaux assez intéressants et qui se rapprochent à peu près de ces targets là. Donc ça c'est intéressant. Et puis ensuite éventuellement trouver un point d'entrée pour une éventuelle cassure pour plus tard si jamais vraiment on survalide la figure ici, c'est-à-dire que le point d'entrée pourrait se faire après pullback là ici, potentiellement même au redépassement de la résistance qu'on aura créé, l'endroit où on n'aura pas pu aller au-dessus. Voilà, pour moi voilà c'est le genre de choses que je jouerais là potentiellement ici. Je suis déjà en long moi depuis un petit moment, c'est-à-dire que par rapport aux options je suis rentré en long avec un point d'entrée qui est pas exceptionnel autour des 16 800. Je suis rentré je pense par ici, enfin voilà quelque part par là. Ici j'avais un stop qui a failli être touché, qui a failli être touché ici quand on a fait ce plus bas là hier, puisque mon stop il était au 16 450, donc sur les futurs je crois qu'on est descendu un peu plus bas, enfin c'était vraiment à 7 ou 8 $ près. Il n'a pas été touché, donc pour le moment je reste dans mon long et je continue à jouer un éventuel rebond en vue des options de demain. Ça c'était pour Bitcoin, on va aller étudier les options ensemble tout à l'heure aussi. Et pour Ethereum, globalement, l'analyse est la même, si ce n'est que, attention là à ce flag, vous le voyez, qui a cassé vers le bas et qui du coup nous donnerait une target potentielle de quelque chose comme... Hop. Si on prend la cassure ici, au point, donc on va remonter un petit peu, voilà, on va se trouver par là, quelque chose comme les 1084 $. Donc attention à ça, on va dire que la correction sur Ether est un peu plus bearish, on va dire. Et puis, bien entendu, ce gros flag également là, qui a également cassé. Donc sur Ether, autant... Soit Ether est en train de nous pipoter, parce que ça arrive souvent aussi que des flags cassent, et puis finalement, vous le voyez ici, on a pour moi une résistance qui est fondamentale, qui est la ligne bleue qui est là et qu'on a repassée, et sur laquelle désormais on est en train d'essayer de faire du ski. Pour moi, cette ligne bleue, elle est vraiment fondamentale, ça fait longtemps que j'en parle sur la chaîne. On a réussi à la repasser là, et on est en train de la retester, donc peut-être que, voilà, c'est ici, on va dire, comment dire,
le chartisme, vous jouez une probabilité, vous ne jouez pas une certitude bien évidemment, et donc parfois il faut se fier à plutôt d'autres choses que nécessairement ce que vous avez sous les yeux en termes de chartisme uniquement. En tout cas, voilà, pour moi je prends le chartisme comme plus ou moins des moyens faciles, voilà, de trouver des endroits où vous pouvez avoir des points d'entrée, sortie, ce genre de choses, mais j'ai plutôt tendance ici à utiliser les liquidités pour me dire, bon, je pense qu'on peut aller là, et voilà. Donc, plutôt longue aujourd'hui sur l'analyse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a une clôture d'options demain. Demain matin, à 9h, on a une clôture d'options assez conséquente. Vous le voyez ici, c'est les deux grosses barres que vous voyez là par rapport à tous les niveaux d'options. Vous voyez, ça c'est le prochain 31 mars 2023. Et en gros, c'est une clôture de fin d'année. Donc en général, il y a pas mal de volatilité juste avant ces clôtures d'options là. Je dis pas que ça va nécessairement arriver, mais en général, c'est le cas. Et vous voyez que le max pain price, donc le prix auquel la plupart du marché est en souffrance, il faut voir les options un peu comme une assurance. Certains vous diront peut-être, je sais pas, comme une assurance, voilà. Et en gros, là où tout le monde perd son assurance, là où c'est l'assurance qui gagne, on va dire, eh bien c'est pour demain le niveau des 18 500 $. Comprenez que c'est 2000 $ au-dessus du prix actuel, donc ça signifie un potentiel gros mouvement vers le haut. Encore une fois, ici, moi, mon analyse, c'est simplement de dire que je pense que déjà 17,5, étant donné qu'on a bien corrigé en plus, 17,5, c'est déjà une première target qui peut être pas mal pour, à minima, soit si vous suivez le trade, si ce soir vous restez réveillé, etc., et si vous suivez votre trade, eh ben, repassez votre point d'entrée à break-even, et si vous rentrez maintenant, du coup, je pense que vous avez un super trade. Moi qui suis rentré un petit peu tôt, eh ben, pour le coup, le point d'entrée est pas excellent au vu de ce qu'on a eu comme action de prix dernièrement, mais voilà, ça peut être ici quelque chose d'intéressant que de suivre, et puis potentiellement, si effectivement ça va à 18,5 ou plus, eh ben, pourquoi pas à ce moment-là, tout simplement, suivre, monter votre stop loss, et ne pas avoir un take profit par exemple autour des 20 000 $, admettons, et puis au fur et à mesure que vous voyez éventuellement le prix monter, encore une fois éventuellement si ce mouvement se passe, si les options poussent pour aller dans ce sens-là et pour aller faire souffrir la majeure partie du marché, et bien à ce moment-là ça pourrait être intéressant de suivre le trade toute la nuit. D'une autre manière, ce qu'il faut regarder ici aussi, c'est que on a quand même un joli sourire ici, mais globalement, on va dire que au-dessus des 17 000 déjà, il y a déjà quand même, on est quasi au max pain price et il y a déjà quand même que ce strike là qui devrait gagner. Également à 17,5, je trouve qu'il y a un point vraiment intéressant où il n'y a pas grand monde qui gagne si ce n'est encore une fois ce strike là. Donc moi personnellement, si j'ai pas envie de suivre ce soir, par exemple j'ai de la famille à la maison, etc. et tout, j'ai placé pour le moment un take profit autour des 17 500 $. Donc voilà pour cette idée éventuellement là de trade. Encore une fois, ça se base principalement sur la liquidité et les options. On va désormais aller faire la liquidité. On va vite fait faire un tour sur les news, mais il n'y a rien de bien incroyable en ce moment. Ici, vous le voyez que visiblement, on a un gain au niveau des stocks et le pétrole qui corrige, alors que c'est la Chine qui reste un petit peu dans le focus, dans le miroir. La question étant, est-ce que la Chine va rouvrir ou pas ? Si la Chine rouvre vraiment et que la politique anti-Covid se calme totalement, ce qui est plus ou moins les signaux est en train de donner la Chine, eh bien, à ce moment-là, on pourrait éventuellement avoir tous les problèmes de supply chain, de chaîne d'approvisionnement qui, on va dire, se gèrent. Donc, ça pourrait éviter une forme de récession ou en tout cas avoir déjà une croissance un peu meilleure que ce qu'on pourrait attendre pour l'année prochaine. Ici, rien du tout pour moi sur Finbold. Sur Coindesk, on voit qu'Alameda Research a liquidé. Alors pour moi, c'est vraiment dérisoire en termes de somme. Il s'agit de 1,7 million $. Une partie de ces tokens, je crois qu'il y a eu pas mal de Solana qui a été vendu, c'est ce qui a provoqué, parce qu'ils l'ont fait très rapidement. Je sais pas, ici, je peux pas vous dire, malheureusement, j'ai pas, vous le voyez ici, why Solana was decimated by Bankman-Fried's downfall, c'est-à-dire pourquoi Solana a été décimé par la chute de Bankman-Fried. Je crois qu'il y a de l'Aptos aussi dans l'histoire, etc. Je peux pas vous dire pourquoi c'est possible que je peux pas vous dire si c'est les liquidateurs ici qui sont en train de vendre ces tokens là pour rembourser éventuellement des créanciers, et je peux pas vous dire si c'est une backdoor encore une fois sur Alameda. Tout est extrêmement sombre ici de ce côté-là. Malheureusement, on a des gens qui sont liquidateurs qui sont pas nécessairement des pros de la crypto et on peut pas réellement ici savoir et on aimerait bien d'ailleurs que le voile soit levé un petit peu là-dessus. Est-ce que
ce fameux hack a vraiment eu lieu. Par exemple, sur les adresses que je vous avais montré ici, on a plusieurs adresses à 15 000 Ethereum. Est-ce que ça c'est hacké? Est-ce que vraiment ça a été, vous voyez ici les adresses à 15 000 qui bougent pas pour l'instant, donc énormément d'Ether, hein. Il faudra vraiment faire attention à ça par rapport à Ethereum sur le portefeuille d'Alameda. Est-ce que c'est un hack? Est-ce que c'est en possession des liquidateurs? Est-ce que c'est en possession du gouvernement des Bahamas? Ici je comprends pas nécessairement pourquoi on n'a pas, puisqu'on est sur un marché, et il y a des gens qui savent, donc du coup c'est plus ou moins des délits d'initiés, pourquoi on n'a pas levé le voile sur tout ça. En tout cas pour l'instant moi j'ai pas eu les news. Ici on voit que, et c'est des portefeuilles qui sont vraiment estampillés à Alameda Research, il y a eu des liquidations. Est-ce que c'est des margin calls, c'est-à-dire est-ce qu'ils se sont fait tout simplement liquider par rapport à des choses qui étaient déjà en trade, etc., et que du coup tout ça s'est fait un petit peu automatiquement, un peu comme un smart contract. Est-ce que Alameda est en train de torcher du token pour payer des choses? On ne le sait pas du tout, donc on aura potentiellement ici des news là-dessus. Je pense que ce feuilleton-là n'est pas du tout fini. Ensuite, rien d'intéressant non plus sur The Block, si ce n'est des choses sur Celsius. Pareil, pas grand chose d'intéressant sur Bitcoin.com. Cette semaine, on n'aura pas grand chose, hein, c'est la fin d'année sur le calendrier économique. Principalement, il faudra regarder pour moi jeudi et vendredi prochain, donc 5 et 6 janvier, beaucoup d'informations sur l'emploi, notamment le Unemployment Rate et le ADP Employment Report, qui sont vraiment des informations importantes en ce qui nous concerne par rapport à la narration récession ou pas, et est-ce que la Fed va encore être extrêmement extrêmement restrictive pour les marchés? Ça va être ça un petit peu la question par rapport aux news sur l'emploi. Globalement, cette news qui est mensuelle, donc le Unemployment Rate, elle amène quand même beaucoup de volatilité également sur le marché, donc 5 et 6 janvier, suivez bien un petit peu ce qui se passe. Ici, pareil, pas grand-chose sur MarketWatch, donc vous le voyez, on est passé sur les news assez rapidement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on va faire les liquidités maintenant. Comprenez bien que ce niveau d'option, il est vraiment considérable. Alors l'année dernière, à la même époque, je crois qu'on avait 10 milliards, donc on avait le double. Et là, effectivement, le prix avait bien poussé, il avait bien poussé sur les options. Alors, je me rappelle plus des max pain price, etc., mais je me rappelle que sur la dernière option de l'année, on a vu une jolie poussée vers le haut, alors que le prix était en berne, effectivement. Donc, bon, est-ce que ça va se repasser cette année? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, pour moi, le risque en vaut peut-être ici la chandelle. On a parlé d'Alameda, et encore une fois, de cette espèce de flou artistique qui existe autour de ces liquidations, etc. On va désormais faire le sentiment, enfin les leviers. Alors, sur les leviers, donc ici, vous comprenez que ce qu'on regarde, c'est... On a des gens qui ont fait des trades en levier x5, x10, x25, etc. Et on essaye de comprendre, est-ce que le marché a été longué ou shorté, et où est-ce que ces gens-là ont potentiellement pu mettre leur stop loss, surtout s'ils sont sur des gros leviers. En général, sur un très gros levier, vous avez tendance à assez souvent mettre le stop loss très proche du point d'entrée. Donc c'est effectivement ce qu'on regarde là ici. Vous voyez ici que ces niveaux-là ont été pris, celui-ci a été pris également. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, donc on va peut-être ici passer en 15 minutes pour bien reprendre le niveau. Voilà, à mon avis, la dernière vidéo, elle date d'ici, 22 décembre, ouais, c'est possible, ce 22, 23, ça devait être par là. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu ici plus ou moins du long, donc ça on va le garder. Le niveau a été pris, donc vous voyez qu'il dégage en fait. Ensuite, ici, on a eu du short à partir de là, le niveau a été pris. On a été relong à partir d'ici, le niveau a été pris. On a été fortement short à partir de là, le niveau a été travaillé également. Relong, niveau travaillé. Ici, on est short à nouveau, long à nouveau. Vous voyez que tous les niveaux ici sont bouffés. Ici, on est re-short, niveau travaillé également. Ici, on est longué, le niveau a été pris. Ici, on est short à partir de là, le niveau a été mangé. Ici, pareil, niveau mangé. Ici, on a un niveau de short supplémentaire sur le pic que vous voyez là. Donc, potentiellement, quelque chose à venir chercher du côté des 17 000 $ à peu près. On va mettre ici le... voilà. Quelque chose à venir chercher à peu près sur ce pic-là, encore une fois. Hop, on va y arriver. Donc, re-short, est-ce que c'est fort? Oui, plus ou moins. On a quand même ici une augmentation de l'open interest et le funding qui descend. Ici, on a été relong, le niveau a été travaillé tout de suite. Ici, on est légèrement short et vous voyez que cette bougie-là vient faire le boulot. Ici, on est relong, le niveau a été travaillé également. Relong jusqu'à ici. Re-short à partir de là. Est-ce que là, on continue à être shorté?
Pas vraiment pour moi, vous voyez que l'open interest il a plutôt tendance à continuer à augmenter, encore qu'il peut y avoir quelques shorters ici dans l'histoire puisque vous voyez que derrière le funding effectivement descend hein, sur tout ce point là, donc on va considérer ce point là comme un point à prendre, les 16 774. Ici on est relong à partir d'ici, donc on a un niveau à prendre du côté des longueurs sur cette bougie là, et voilà plus ou moins pour l'analyse, et très légèrement short sur ce point-là, mais le niveau a été travaillé depuis. Vous voyez qu'on continue à être short encore sur cette bougie-là, donc on pourrait même éventuellement considérer que ceci est un éventuel point à prendre. Donc voilà les nouveaux niveaux. Si j'arrive à les placer, allez, voilà. Voilà les nouveaux niveaux, globalement, dans une fourchette de entre 17 000 et 16 400 $ sur les positions fraîches. On a désormais un point assez intéressant ici, sous les 16,3 à venir éventuellement chercher. Donc attention à ça. Là, on avait placé ce point-là parce que vous voyez que jusque-là, on n'était pas shorté. Et bien entendu, juste sous les 16 000, il y a également une poche de liquidité assez importante à venir prendre. Néanmoins, au-dessus, si on avait ici un mouvement haussier, vous voyez que 17,7... entre 17,7 et 18,5, il y a également des niveaux à prendre au niveau des shorters. Donc vous avez ici vos niveaux en fonction de votre sentiment sur est-ce que vous êtes plutôt long ou short sur le Bitcoin actuellement. Et encore une fois, moi je vous dis plus ou moins mon analyse, et mon analyse, moi, elle est bonne que, elle est bonne que 60% du temps. J'ai pas besoin de, encore une fois, on joue ici de la probabilité et on joue surtout du risk management. Sur Ether, vous voyez que c'est plutôt propre par rapport aux deux niveaux qu'on avait mis, c'est-à-dire qu'on est vraiment venu prendre la borne haute et prendre la borne basse. Qu'est-ce qui s'est construit depuis? Et là, on est en 5 minutes, on va se mettre en 15. Je pense aussi que si on se met en 5, on n'aura pas on n'aura pas tout le prix, donc on va se mettre en 15 minutes, ça ira très bien. Et ici, donc du coup, on avait été long à partir de là, le niveau vient d'être pris. Hein. Vous voyez ici au 1182, le niveau a été travaillé. Ce niveau de short également, il a été pris aussi. Ici, on a eu du short à partir de là, donc ce niveau-là, il faut en tenir compte. Là, on est shorté, ok. Ensuite, on est relong à partir de ici. Le niveau a été bossé. Ici, on est re-short niveau travaillé. Ici, on est relong niveau travaillé. Ici, on est re-short niveau travaillé. Ici, on est re-short niveau travaillé également. Excusez-moi, c'est un peu... voilà. Ici, il y a eu du long, mais le niveau a été pris. Ici, on est re-short à nouveau. À partir de là, le niveau a été bouffé aussi. Ici, on est relong niveau bouffé. Ici, on est re-short, et pour moi on est plutôt re-short sur ce niveau là, donc quelque part par ici. Voilà, on peut considérer qu'on est re-short à partir de là, là-dessus. Ensuite, on est relong à partir d'ici. Le niveau est bouffé. Est-ce que ça continue à longuer derrière? Oui, jusque-là, mais le niveau est bouffé aussi. Ici, ça a bien continué à relong tout le long, jusque là où on passe short. Donc, on peut pas vraiment considérer ici que ce niveau-là est un point à prendre. On a été short légèrement, et c'est ce qu'on est en train de short squeezer juste là. Et on est très légèrement relongé à partir d'ici, là, d'accord. Donc voilà les niveaux pour Ethereum. Pour le coup, on a créé une nouvelle fourchette qui est légèrement supérieure. On n'est pas venu chercher les 11 160 qui aurait été un point logique ici de prise de liquidité sur Ethereum. Vous voyez qu'on avait mis cette barre là ici en 2 pixels en montrant qu'il y avait eu une forte augmentation de niveau d'intérêt. Ici, qu'est-ce qu'on voit par rapport à la structure globale de l'Open Interest? Oui, il y a augmentation, vous le voyez là. Globalement, là où on avait été assez fortement longué, ça a quand même été assez fortement nettoyé également. Et vous le voyez, le funding est plutôt plus ou moins mixte sur Ethereum. Donc globalement, on a une augmentation de l'Open Interest. Alors elle est toute relative, hein, c'est-à-dire qu'on passe de 2,62, on a 500 millions d'augmentation, plus de contrats en circulation si vous préférez. Donc ça nous dit combien il y a d'argent un petit peu dans le game. Et puis au niveau du funding, on a un funding qui est mi-figue, mi-raisin. Je crois que sur Bitcoin, quand je regarde le funding depuis les derniers jours, il est un peu plus vert, c'est-à-dire qu'on aurait plus de longueur ici. Quelque chose qu'on va regarder ensemble. Oui, vous voyez, cette augmentation de l'Open Interest se fait, on va dire, sur un funding relativement positif. À partir de là, est-ce que le prix a baissé? Donc, est-ce qu'on a nettoyé une bonne partie de ces longueurs? La réponse est oui. Est-ce qu'il pourrait baisser plus pour nettoyer encore une plus grosse partie? La réponse est oui, bien évidemment.
Est-ce qu'il y a une reprise du CVD au spot? La réponse est non. Vous voyez qu'il est ici vraiment positionné vraiment à la descente. Quand on se place en 5 minutes, on voit un léger rebond ici sur le moment ici où le prix remonte. Mais vous voyez que ici sur Bitcoin, on est principalement sur du funding positif. Ça ne veut pas dire qu'il y a que du funding positif. Vous voyez qu'il y a des trous également. Ce qu'il faut regarder ici, c'est les moments où, déjà que fait le prix, puisqu'on peut estimer qu'il y a une partie de ces longueurs ici qui ont été quand même nettoyées. Mais au fur et à mesure, vous voyez que tout le monde pense qu'on est peut-être autour d'un bottom, de quelque chose qui ressemble à un bottom. Donc au niveau du sentiment, c'est pas extrêmement bon de se dire que tout le monde veut trouver effectivement ce bottom et attraper. On risque d'avoir un peu trop de monde dans le train si on veut faire ce fameux mouvement haussier dont je vous parlais tout à l'heure. On va maintenant aller voir les poches de liquidité et sur les poches de liquidité dans les 5 derniers jours, quand je regarde Bitcoin, il y a eu plus d'entrées de short que de long. C'est pas vraiment qu'il y a eu plus d'entrées de short, c'est qu'on a le prix a nettoyé vers le bas, donc du coup on a nettoyé beaucoup de longueurs. Donc en fait ceux qui restent, on va dire, sont plus positionnés en short. Effectivement, on a un delta qui est pas exceptionnel, 2,69 milliards, c'est pas énorme. Si jamais on voulait venir chercher une zone de densité que vous voyez qui est en haut ici, on pourrait, ça donnerait à peu près quelque chose comme les 17,5, c'est-à-dire le fameux niveau dont je vous parlais tout à l'heure. Le problème étant que on a du monde ici sous les 16,3, vous le voyez, sous cette zone de densité là. Donc la question étant aujourd'hui, est-ce que d'ici demain matin, 9h du matin, les gars des options, on va dire des Deribit, etc., tous ceux qui mettent les options, les market makers qui mettent les options sur le marché, ceux qui jouent contre vous ce type de contrat, est-ce qu'ils vont avoir l'argent pour pouvoir pousser le prix autour des, on avait parlé d'un max pain price à 18,5 par exemple, est-ce qu'ils vont s'arrêter à 17,5 parce que ça coûterait trop cher d'aller à 18,5? Pour eux, c'est un ratio rendement par rapport à dépenses qui va se mettre en compte. Ici, bien évidemment, d'un autre côté, on a d'autres market makers qui ici ont pris leur contrat contre ces longueurs-là. Vous comprenez que les market makers apportent des liquidités sur le marché, donc du coup ils sont on va dire c'est comme si vous jouiez contre plus ou moins un mastodonte qui va prendre énormément de contrats contre tout le monde, et quand ça devient intéressant, il peut essayer de manipuler bien évidemment le prix pour aller dans son sens, dans le sens de son contrat à lui. Donc en l'occurrence là, et vous comprenez que des contrats ils en prennent dans les deux sens. On a perdu 2 gros market makers là dernièrement, enfin on a perdu. On voit ici que les liquidités elles sont un petit peu plus pas en danger, mais elles sont un peu plus branlantes depuis que Genesis interagit moins avec les marchés. Genesis était un gros apporteur de contrats sur les marchés, et également bien entendu Alameda qui était quand même ici, qui apportait également pas mal d'oxygène, on va dire, sur les contrats. Parler d'oxygène c'est un peu bizarre, mais on a besoin ici de liquidité pour tout simplement que tout le monde puisse prendre les contrats qu'il veut. Donc en l'occurrence là, vous le voyez, c'est la même chose sur Ether. On est passé sur Ethereum là. On était ici à 2,19 milliards. Dorénavant, on est plutôt autour des... Regardez. J'arrive pas à lire, mais on va y arriver. Bon, on est un peu moins, on va dire, on a perdu 30%, je pense qu'on doit être autour des 1,60, 1,60 de 1,80. Ah, je vais arriver, voilà. 1,32. Donc, vous le voyez ici, la moitié, plus ou moins, sur ce petit mouvement déjà là, on a nettoyé quand même la moitié. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, on a assez peu de longueurs qui sont rentrées sur ce mouvement-là haussier. Donc ça, c'est peut-être plutôt pas mal. Si personne ne croit dans ce mouvement, on va pas trop charger la mule dès le départ. Vous voyez que sur Ethereum, c'est toujours la ligne des 1160, plus ou moins, qui est là où il y a vraiment de la liquidité à venir chercher. Pardon, là j'ai fait de la merde. Hop, on va essayer de faire... on va refaire un run. Et en gros, si on doit venir chercher la densité qui est en haut, on dirait que les 1260 serait peut-être un niveau. Donc vous le voyez sur Ether, on a potentiellement moins de volatilité à venir que sur Bitcoin. La question étant sur Ether, où il est le max pain price? C'est ce qu'on va regarder ensemble. On va sur Ethereum là, et on a un max pain price à 1400 quand même. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur Bitcoin, il a baissé de $500, c'est-à-dire qu'on a eu des puts qui ont été mis entre temps, c'est-à-dire que ça a décalé le max pain price vers le bas. Sur Ethereum, je crois qu'on est à 1400 depuis déjà un bon moment. Donc vous le voyez ici, voilà, le ratio sur Ethereum a moins été corrigé au niveau des puts.
Donc on a fait l'analyse ici, vous l'avez compris, de la liquidité. On va vite fait aller voir la heatmap. Qu'est-ce que c'est que la heatmap? C'est tout simplement où sont les liquidités des shorters et des longers, quels sont les niveaux qui effectivement n'ont pas été pris. Alors c'est un algorithme qui essaye de dire admettons que telle position, étant donné qu'elle a changé le funding de temps et qu'elle a ouvert tant de contrats, que telle position soit en levier x25, admettons, on va placer un niveau de liquidité là assez fort ici. Donc c'est une analyse du funding comme on fait ensemble, mais simplement elle est beaucoup plus poussée puisque faite par des ordinateurs. Et ici on voit, on est sur la heatmap 1 mois là, donc c'est vraiment une photo assez espacée. On voit que depuis ce plus haut ici au 18,4, on n'est jamais, enfin même cette zone a fortement forci autour des 18,5, légèrement au-dessus des 18,5, donc ça pourrait être effectivement une target. On voit également là où je vous en parlais cette zone verte ici qui s'est créée principalement depuis le 23-24 décembre, qui a pas mal forci jusqu'aux 17 500 $. Sous le prix au niveau des 16,3 on voit pas grand chose. En fait il faudrait aller sous les 15 ici pour venir prendre cette box là. Donc ça effectivement la question étant est-ce que le prix ira à 19 avant d'aller à 15 tout simplement. Et on voit également bien entendu que le niveau des 13 600 désormais, vu qu'on traîne beaucoup dans la zone, on commence à avoir beaucoup de longueurs ici qui ont mis leur j'allais dire qui ont mis je vais pas être vulgaire, mais qui ont mis des intérêts dans le fait que on puisse ici être long à partir des 13,6. Donc relativement conservateur, hein, comprenez bien que ici ces positions-là, elles ont des chances d'être prises, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment des gens ici, par rapport à ceux qui ont pu jouer ici le bottom assez fort au 16 200, on va dire qui ont des prix de liquidation assez larges. La question étant ici, et là je suis passé sur la 7 jours. 7 jours, on voit qu'il y a une poche de liquidité sous les 16,2, hein, ça paraît ici assez évident, donc attention, si par exemple vous mettez des stops ici, enfin si vous rentrez en longue ici, il faudra bien évidemment ici essayer d'avoir des stops en dessous des 16,2. Moi c'est pas malheureusement pas mon cas, puisque comme je vous le disais, mon point d'entrée est pas exceptionnel, je suis dans ce trade depuis assez longtemps, donc du coup je vais pas bouger mon stop pour autant, puisque mon TP va pas bouger vers le haut, j'ai pas l'intention de changer mon trade, mais attention ici sous les 16,2, il y a une vraie zone de valeur à venir prendre, et encore une fois on a toujours cette target des 17,5 avec potentiellement une revisite au-dessus des 17 000 $ en tout cas, et potentiellement 18,5 ici. On voit ici que sur la 7 jours, pareil, on a du monde qui est rentré au 13,6 et on a du monde qui est rentré au 15. Sur la 12 heures, donc qu'est-ce qui s'est fait vraiment dans les 12 dernières heures, qu'est-ce qui s'est construit par rapport à une analyse du funding bien évidemment, etc. On imagine ici que bien évidemment il y a des longues qui ont été liquidées. Il y a des shorts qui ont été liquidés et des longues également. Alors sur la 12 heures, non, on a été plutôt haussier, donc effectivement on a commencé à rentrer dans cette petite box de valeur là. Vous le voyez ici à très court terme sur les 12 dernières heures, 16 009 est une bonne target, 17,3 et 18,2. Également à la baisse, on a une jolie target ici autour des 16,3, potentiellement sous les 16, donc ça pourrait aussi être un joli short à poser, hein, ici, de se dire que tout simplement le prix pourrait se retourner et venir chercher. Maintenant moi je vois, ce qui me gêne dans ce type de short, c'est que on a très peu de temps ici, si vraiment les options doivent venir faire monter le prix. Est-ce qu'on va pas laisser un petit peu gagner ce monde-là, on va dire qui est en longue ici, au 16,3. Est-ce que cette box-là va venir être cherchée? C'est une box très court terme, ou alors est-ce qu'on va revenir ici donc mon sentiment, je vous l'ai donné, je vais pas nécessairement ici conclure, faire une conclusion comme je fais d'habitude en disant je pense qu'on pourrait faire ça, je pense qu'on pourrait faire ça. Pour moi, je vous l'ai dit en début de vidéo, il est possible qu'on garde ce triangle-là. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, en général, ce type de triangle, non, je voulais peut-être pas expliquer là dans la vidéo, mais en général, ce type de triangle-là, il casse aux 2 tiers. Donc, je vous ai calculé les 2 tiers ici. Vous le voyez, c'est la barre qui est ici. Il casse aux 2 tiers. Donc, on considère que la figure est mature sur un triangle ascendant comme celui-là. Là, on revient au triangle ascendant. On considère que la figure est mature à ces 2 tiers de l'apex. L'apex, c'est ça, c'est le moment où les deux droites se croisent. Donc, c'est pour ça que je les ai tracées en entier pour essayer de regarder à quel moment la figure est mature. Et ici, on arrive effectivement au 16 janvier. Donc ça pourrait vouloir dire en termes d'action de prix, voilà, quelque chose comme ça, peut-être un petit rejet, on prend de l'air ici, peut-être on fait un flag par exemple, là on sort, on fait notre pullback et on repart et on en sort par le haut. Et pour moi, la target, encore une fois, c'est autour des 20-21 000 $. Maintenant,
c'est tout à fait possible que ici, et le prix, et comprenez qu'il y a énormément de figures ici qui nous disent aussi en bearish, hein, que, comment dire, là par exemple, ça... On pourrait voir ça comme un bear flag qui est en train de se constituer. Donc simplement un retour au 17.3 par exemple. Et puis ensuite on se retourne et on casse ce bear flag pour faire la target de ce mât-là. Hop, qui nous emmènerait ici, globalement dans la zone des 15 000 à nouveau, c'est-à-dire venir prendre la zone de liquidité, les deux zones de liquidité. D'ailleurs, on a visité celles-ci, et vous les voyez, elles sont relativement évidentes là sur le graphe, les deux zones de liquidité. Donc ça voudrait dire que tous ceux qui sont dans ces box-là, et je vous l'ai montré, celle des 18, 19 également, et voilà, tout ce qui est au-dessus, serait gagnant. C'est tout à fait possible ici, il faut toujours qu'il y ait plus ou moins un gagnant, un perdant. La question, c'est combien ça coûte d'aller faire gagner ou perdre l'intervenant que les market makers veulent faire perdre. Le marché n'est pas uniquement manipulé, bien évidemment, et il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Maintenant, c'est important de tenir compte de tous ces catalyseurs de marché. Quand vous voyez une structure, un sentiment, quelque chose qui vous fait dire ici que on peut monter ou on peut baisser, bien évidemment, vous allez aller chercher du côté des liquidités, des éventuelles confirmations de choses qui pourront vous aider dans votre trade. Comprenez bien aussi que quand vous faites ce type de trade, et c'est pour beaucoup, moi, ma façon de trader, c'est-à-dire je trade beaucoup les liquidités, donc je vais à l'encontre du marché, vous devenez vous-même un market maker, puisque vous allez dans le sens des market makers. Donc c'est une manière également de les aider quelque part dans leur trade. Donc il faut ici comprendre que vous-même, vous êtes une force qui agit sur le marché en fonction de votre sentiment, votre entrée, votre stop loss. Vous rajoutez également, vous êtes également bien évidemment acteur autant que vous êtes spectateur ici. Donc voilà, la question c'est, en ce moment, moi je trouve que le marché est beaucoup drivé par les liquidités, donc j'ai tendance à trader les liquidités. Si on a et je trouve qu'on a des super news qui sont super haussières également, hein, bien évidemment. Bon, risque de récession certes, mais je trouve qu'on a ici le fait que la Fed commence à ralentir la hausse de ses taux, etc. On arrive peut-être ici à des points de tension de marché sur lesquels il est intéressant de rentrer avant tout le monde, plutôt que de regarder, d'attendre que le marché reparte plus ou moins sans vous. Et encore une fois, ici, il y a peut-être des points d'inflexion intéressants en termes de fondamentales également qui peuvent nous dire que c'est des bons points d'entrée. Alors évidemment, vous allez me dire, personne veut toucher à la crypto même avec un bâton en ce moment, etc. C'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est quels sont les catalyseurs, encore une fois, qui peuvent aider ce type de mouvement, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà pour moi. Pour moi, on aura un point vraiment crucial à passer ici autour des 16,9. Si jamais on doit aller chercher les 17,5 comme c'est mon avis, ça va être difficile ici. Si jamais on pousse ici, là par exemple, si on commence à pousser dans la soirée, etc. Je pense qu'autour des 16,9, ça va être relativement difficile. C'est peut-être un endroit où il pourrait être intéressant de repasser votre point d'entrée à break-even. Alors malheureusement, moi, mon point d'entrée, il est quasiment à 16,9, il est à 16,8. Mais si jamais vous êtes déjà en long ici et que vous avez réussi plus ou moins à nailer cet endroit-là, voilà, ça peut être un endroit intéressant où éventuellement faire un break-even, c'est-à-dire repasser votre point d'entrée à break-even. Je regarde ici un petit peu en court terme, qu'est-ce qu'on a un peu comme structure. Bon, vous voyez ici, on avait un double bottom qui a plus ou moins parfaitement, pas encore nécessairement touché sa target, mais qui est plus ou moins en train de le faire. Là, ici, vous le voyez. Alors un double bottom, c'est facile, vous faites une balançoire entre le bottom le plus petit et le bottom le plus haut. Là, on prendra légèrement en dessous au niveau de la cassure de la ligne de coup qui est là. Donc là, plus ou moins les 16,7 sur cette petite structure-là. Est-ce qu'on a des divergences sur le RSI ou ce genre de choses ? Pas forcément en 30 minutes, en 1 heure. Ici, on a une div haussière. Où vous avez le RSI qui descend et vous avez le prix qui descend et le RSI qui monte. Je sais pas si vous la voyez là, mais excusez-moi, c'est un peu long, mais du coup on fait aussi une analyse complète, c'est le but. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, hein, donc du coup vous le voyez ici également sur le Cypher.
divergence haussière. Donc en 1 heure, c'est plutôt bull cette histoire-là. Encore que la seule chose, le stochastique est déjà en haut, donc il va falloir qu'il accepte de ramper dans cette zone, hein, si on veut vraiment rester haussier jusqu'à demain matin, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le 4 heures, parce qu'on va être sur potentiellement un trade qui va faire la journée ici. Sur le 4 heures, vous voyez qu'effectivement, on a arrêté ce mouvement de vente là. On a sur le Cypher un point d'achat. Là, ce mouvement Nantes s'est arrêté, on a un point d'achat. La VWAP ne se rapproche pas du zéro, donc ça veut dire que ce mouvement, il en a encore sous le pied pour éventuellement nous donner ce fameux up du stochastique jusqu'au 100%. Donc ça, c'est pas trop mal. Ici, vous le voyez également, bon, bah voilà, le MACD qui augmente. On n'a pas nécessairement ici en 4 heures de grosses divergences, si ce n'est éventuellement, non, même pas. On n'est pas vraiment baissier ici, là-dessus. Je regarde s'il n'y a pas d'autres choses éventuellement à regarder. En fait, ce qui nous intéresse, là, vous comprenez, c'est de voir entre le point qui est ici et celui-là, une éventuelle divergence entre ce que nous dit le RSI et le prix. Ça voudrait dire que ce mouvement de vente, n'est pas cohérent en termes de volume par rapport à celui-là. En 6 heures non plus. En 12 heures, on s'en rapproche, mais c'est pas trop ça. Et en daily, on n'a pas nécessairement de divergence non plus entre le point bas, encore que elle est vraiment que potentiel, et j'ai l'impression on monte sur le RSI aussi, oui, donc non. Donc voilà, ici, bon, des choses relativement intéressantes quand même. En daily, c'est plutôt bear, hein, quand on regarde, vous le voyez ici. Le seul truc qui peut dire que éventuellement ce mouvement est en train de se terminer, puisque vous le voyez ici, on est sur une vague de vente, hein, au niveau du Market Cypher. J'ai fait un tuto sur le Market Cypher, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai fait aussi un tuto sur le risk management, que malheureusement, il doit avoir que 6 ou 700 vues. C'est dommage, parce que ce tuto est vraiment cool, je pense, pour ceux qui veulent se lancer dans le trading. Ici, vous le voyez également, donc le tuto sur le Cypher, allez bien voir, et le tuto sur le risk management. Ici, la VWAP se rapproche du zéro. Ça veut dire que potentiellement, cette vague-là est en train de perdre de son souffle. Maintenant, il n'y a rien de confirmé sur le MACD. Vous le voyez, le mouvement baissier ici, il continue. Hein, donc en daily, ça fait 2 jours de baisse. Et on va dire que la baisse d'aujourd'hui a été aussi forte en termes de momentum que celle d'hier. Sur le stochastique en daily, on avait une reprise ici. Et puis vous voyez qu'ici, on se casse la gueule. Et là, on a une très légère inflexion du stochastique vers le haut, donc il faudrait que ce mouvement vraiment continue. Je pense que si on veut aller aux 17 ou 18 000, globalement, ça correspondrait en daily à faire remonter quand même le RSI stochastique en flèche. Quelle peut être l'action de prix ici? Vous le voyez, là, en gros, on va regarder juste vite fait ça. Là, en gros, on est à peu près, on va prendre le point bas, on est à peu près ici à 15 000, et on remonte en flèche en une journée. On va direct dans la zone de survente à 16 700, donc c'est ça, $2000, c'est plus ou moins nous ce qu'on voudrait, hein, sur BTC. Donc ça voudrait dire ici, bien suivre le stochastique à la fois en 4 heures, en daily, sur des petites time frames, et bien vérifier que le stochastique ici, surtout en 4 heures pour moi. Donc là, vous pouvez par exemple, vous faites un clic droit vous ajoutez une alerte, et vous faites juste alerte quand il y a une progression vers le bas. Donc vous demandez à TradingView de vous avertir si jamais le stochastique, de vous faire un bip bip, si jamais le stochastique traîne vers le bas. Voilà, vidéo assez longue, une quarantaine de minutes, mais j'ai essayé de récupérer un petit peu de temps perdu et de reprendre les analyses, de bien recadrer ici un petit peu le sujet. Vous l'aurez compris, moi je choisis d'être plutôt longue sur cette fin d'année, hein, puisqu'on parle ici de tout simplement un trade assez court qui pourrait potentiellement se clôturer quasiment demain vers 9-10 heures du matin. Et puis ensuite on verra les nouveaux points d'entrée, les nouvelles choses, etc. Pour moi, c'est un niveau suffisamment en termes d'options pour vraiment zioter tout ça et éventuellement, voilà, essayer de prendre ce type de trade, puisque vous êtes ici, il y a une création de valeur, 5 milliards d'options, Bitcoin, Ethereum compris, qui expirent demain, 2,50 sur chaque. Il y a potentiellement ici quand même un peu de thunes à la clé pour ceux qui pourraient pousser le prix. Donc on sait qu'ici c'est un catalyseur de critères de décision pour celui qui dit on va acheter des Bitcoins au spot pour bien entendu faire monter le prix. Là on est en dessous, on va bouger le curseur, on va faire machine avant on va appeler la salle des machines et on va leur dire en avant toutes. Puisque c'est des algorithmes, hein, vous l'aurez compris, qui font ça.
Voilà, dans les petites news aussi que j'ai pas traité aujourd'hui, Michael Saylor qui rachète du Bitcoin. Alors il y a beaucoup de gens qui disent il a vendu. Bon, non, en fait, il a vendu 700 Bitcoins, mais il en a racheté derrière 2000, 3000. Donc non, il a acheté. C'est la première fois, par contre, qu'il vend du Bitcoin. C'est-à-dire que il a ici, c'était pour une histoire de taxes. Hein, je crois qu'il a vendu 700 ou 1000 Bitcoins de manière à faire ce qui s'appelle un tax refund. Donc pour une histoire de taxes, et puis ensuite finalement il les a rachetés, et il les a rachetés même je crois à un prix supérieur. Donc l'idée ici c'était vraiment de faire la culbute sur un système de taxes aux États-Unis qui fait que si vous, on va dire pour des histoires de plus-value latente potentiellement ou ce genre de choses là. Bon bref, on a fait le tour ici, je vous embête pas plus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, venez nous rejoindre éventuellement sur le Discord. J'avais pris des petites vacances là, donc je reviens en force également sur le Discord. Et puis j'ai pour habitude j'ai perdu l'habitude de faire des vidéos, c'est incroyable. J'ai pour habitude en fin de vidéo de éventuellement poser des questions à la con, c'est-à-dire des questions qui n'ont rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence aujourd'hui la question sera est-ce que vous êtes sensible à l'art? Je parle de l'art pictural, la peinture, ce genre de choses. Et si oui, quel est votre peintre favori? Quelle est votre œuvre d'art favorite? Quelle est éventuellement, je sais pas moi, ça pourrait être Rembrandt ou Klimt voilà. Quelle est votre sensibilité par rapport à l'art pictural? Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Désolé pour la longueur un petit peu de la vidéo, mais c'est comme ça, des fois je m'étale. Et puis ça sera mieux demain, on va reprendre un rythme avec des vidéos de 22-23 minutes, comme on arrivait à le faire dernièrement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain.